Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sans détour, un numéro sous le soleil qui va commencer à Aubigny-les-Clouseaux. Plutôt du côté des Clouseaux d'ailleurs, nous allons retrouver Christophe Vital, c'est notre invité du jour, c'est l'ancien conservateur en chef des musées de Vendée. Et c'est lui qui a notamment créé l'historial de la Vendée du côté des Lucs-sur-Boulogne. C'était il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, il est écrivain. Il a sorti son premier roman il n'y a pas très longtemps, Le Double de Laïa. Et ensemble, nous allons en parler. Christophe Vital, donc on va le retrouver dans un instant au pied de la tombe supposée du général Axo qui est donc tombé pendant les guerres de Vendée. Je ne vais pas vous faire l'histoire, hein. C'est lui le pro, il va nous raconter ça. Il est en train de nous attendre au pied, on arrive. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour Caroline. Je me permets de rester au milieu du chemin, j'ai pas l'impression que ce soit très fréquenté. On se retrouve dans un lieu un petit peu particulier. Alors c'est vrai que c'est pas forcément attendu de donner rendez-vous aux invités en plein milieu d'un champ, mais c'est un endroit qui ne vous est pas inconnu, Christophe Vital. Vous me disiez hors caméra, quand on a échangé dans la préparation de l'émission, que vous veniez ici déjà un petit peu en vélo, c'est ça ? Le hasard fait que j'habite non loin, hein, donc je venais à vélo parce que j'en fais plus maintenant, ou plus beaucoup. Et donc ici, nous sommes effectivement dans un lieu un peu mystérieux, dans un champ, au Clouseaux, hein, où s'est déroulée une bataille très importante pendant la guerre de Vendée. Entre Charette et le général Axo. Entre Charette et Général Axo, ça a mal fini pour le Général Axo puisqu'il y a trouvé la mort. Hein. On pense... Alors, il est mort ici, ça c'est certain. Ben, on va aller voir. On va aller voir. C'est Okay. le panneau hein, d'ailleurs qu'on voit quand on arrive au Clouseaux. Panneau. Donc c'est ici. Oui, et on va remonter, Caroline, 230 années en arrière. Parce que nous sommes au mois de mars 1794. Il n'y a pas la même météo non plus. Le 20 mars. Hein. Alors la météo, je ne sais pas trop ce qu'elle était à l'époque. En tous les cas, ici, effectivement, a eu un combat très très important entre l'armée de Charette et puis celle du général Axo. Donc général républicain, qui avait des faits d'armes importants. Il venait surtout de l'armée du Rhin. Et il était là à la tête d'environ 2000 hommes. En face, on ne sait pas trop, selon les versions des historiens, 700, 800, 1200. En tous les cas, les Vendéens sont moins nombreux. Axo est à la recherche de Charette depuis déjà des semaines et des mois, et il n'arrive pas donc à le débusquer. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette guerre, c'est qu'au fond, on est dans une guerre non conventionnelle. Et par conséquent, cette armée républicaine, commandée par un général qui a quand même des faits d'armes, eh bien, il s'en sort pas. Il s'en sort pas parce que les Vendéens, eux, connaissent le terrain. C'est un terrain extrêmement bocagé. Et du coup, ces militaires sont habitués surtout à faire une guerre avec de l'artillerie, sur des champs dégagés, etc. Et ce n'était pas du tout le cas ici en Vendée. Et donc, ici, selon les témoins, alors il y a cette pierre qui marque justement le lieu où serait enterré Axo, mais on n'en a pas du tout la preuve. Mais ce qui est certain, et c'est vrai que ça interpelle un peu aussi, c'est que vous vous rendez compte, un combat avec 2000 hommes, donc 3000, 3500 sont engagés ici. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu très certainement ici des restes humains, quelque part. Il y a eu des fosses, très certainement. Je pense que les paysans ici, pendant longtemps, ont dû faire des découvertes, trouver des éléments d'uniformes, d'armes, etc. Donc on est dans ces lieux un peu mystérieux. On vient de changer le concept de Sans détour. Je pense qu'on va rester ici à parler histoire. Je vous avais pas menti, nous sommes avec un passionné. Donc Christophe Vital, c'est l'invité du jour. À un moment, il va falloir monter dans la voiture, Christophe, quand même. Absolument. Donc on va y aller. On va parler, mais je crois qu'on a un bon aperçu de vos liens avec l'histoire, avec le territoire, de votre actualité aussi. Vous sortez votre premier roman. Vous êtes un jeune écrivain. En tout cas, un jeune romancier, on va dire ça comme ça. On monte dans la voiture et comme d'habitude, on va écouter un peu de musique, je vous dirai où on va. Et puis, ce sera l'occasion de sillonner un petit peu notre territoire. Allons-y. On y va ? Allez, c'est parti.
vous avez commencé à nous laisser entendre que vous n'habitiez pas très très loin d'ici. Vous êtes lyonnais aujourd'hui. Mais d'où venez-vous à l'origine? Alors, mon père était vendéen. Voilà, il est né à Talmont. Et ma mère était nantaise. Alors moi, je suis né à Nantes, hein, donc je suis nantais, mais d'origine vendéenne et très attaché à ce département. Et vous êtes rapidement venu vous installer dans le département? Alors c'est un pur hasard. Hein. En 1980, je cherchais un poste et vous savez, à l'époque, il y avait très peu de postes de conservateurs. Il y avait 5-6 postes ouverts pour toute la France. Et donc quelqu'un m'avait dit « Ah, il y a un poste qui va s'ouvrir en Vendée ». Et c'est ainsi que je suis venu ici, puis j'y suis resté. Mais quand on vous a dit ça, ça a dû quand même vous faire un petit baume au cœur en disant « Ce poste, il est pour moi ». Eh bien oui et non. Parce que finalement, ce n'était pas forcément le grand enthousiasme quand je suis venu là, parce que j'avais d'autres ambitions. D'accord. Et puis, très rapidement, je me suis véritablement attaché à ce département que je connaissais peu, parce que moi, je venais ici dans une maison de vacances au Sable d'Olonne, si vous voulez, mais je n'avais pas véritablement de connaissance de ce que pouvait être ce département, son histoire. Et c'est avec ma prise de fonction, finalement, que j'ai découvert tout ça, et que je m'y suis évidemment beaucoup intéressé. Et c'est comme ça donc que vous êtes devenu conservateur en chef, c'est le titre exact, hein, c'est ça, des musées de Vendée. Quand vous êtes arrivé, la situation des musées de Vendée n'était pas tout à fait celle qu'elle était quand vous en êtes parti. Absolument. Il y avait des musées. Il y avait un musée, le plus ancien, qui était à Fontenay-le-Comte. Il y avait celui de La Roche-sur-Yon également. Celui des Sables d'Olonne, qui était à ses tout débuts. Mais on était dans une situation, je dirais, un peu calamiteuse. Il n'y avait pas de personnel scientifique à la tête de ces musées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État, à l'époque, avait encouragé le département à créer une conservation départementale pour assurer la tutelle de ces musées qui n'avaient pas de responsable. Et par la suite, avec tout d'abord mon patron, puisque j'ai été d'abord adjoint pendant quelques années et ensuite tout seul, j'ai créé toute une ramification, si vous voulez, de nouveaux musées tels que le Davio, le musée Mille Sando, etc. Et puis pour aboutir à la construction de l'Historial. Vous en avez un préféré ? Le préféré, c'est l'Historial parce que c'est mon bébé. Donc j'y ai passé beaucoup d'années pour concevoir moi-même ce musée, en concevoir à la fois le concept architectural qui a été repris ensuite par les architectes, et puis aussi l'intérieur du musée, la muséographie, la mise en scène, etc. Puisque j'ai décidé, si vous voulez, à un certain moment, à la suite d'un voyage au Canada, de devenir moi-même, en fait, muséographe. Mais ça doit être à la fois grisant et un petit peu terrifiant. C'est tellement vaste, le domaine d'intervention de l'Historial. On balaie quand même toute l'histoire du département sous énormément d'angles différents, sous des périodes différentes. Et tout ça, ça a germé dans votre esprit. Il le fallait. Et ce que je voulais, si vous voulez, on a vu tout à l'heure le lieu où est tombé Axo. Je ne voulais pas qu'on fasse un musée de la guerre de Vendée. La difficulté, si vous voulez, c'est que les guerres de Vendée, elles ont aspiré un peu tout le travail des historiens, des sociétés savantes pendant très longtemps, et on s'est peu intéressé des autres périodes de l'histoire de la Vendée. Ça s'inscrit dans l'histoire de la Vendée. Voilà, donc c'est 7000 ans d'histoire, et par conséquent, on évoque à l'Historial, effectivement, toute l'histoire de la Vendée, y compris la guerre de Vendée, mais la guerre de Vendée occupe une place, un septième pratiquement, du parcours que peut faire le visiteur. Alors ce n'est pas le réduire, parce que cette guerre était évidemment extrêmement importante pour l'histoire de notre département et de la région, mais il fallait aussi montrer les autres aspects de l'histoire et même de la préhistoire d'ailleurs, qui est très riche ici dans notre département. Et vous arrivez encore à... Alors aujourd'hui vous n'êtes plus en charge de ce titre, vous n'êtes plus le conservateur en chef. Néanmoins, je pense qu'on a du mal à couper, non ? Vous devez toujours avoir des contacts, non, avec l'Historial, son développement, son évolution ?
Alors, je n'ai pas coupé avec le monde des musées tout d'abord, parce que j'ai été jusqu'au mois de mars dernier, administrateur général de l'Association nationale des conservateurs. J'en étais président d'ailleurs pendant quelques années. Et puis, également, bien sûr, les contacts réguliers avec l'Historial, avec d'autres musées, pour les conseiller, par exemple, pour des acquisitions. Je pense au musée Mille Sandeau. Et puis, j'ai repris du travail après ma retraite, parce que je suis à mon compte. Et je travaille pour des villes, des collectivités, et actuellement pour la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein, et sur le site des Rimagures, qui est le lieu dédié au peintre Henri Simon. Donc je continue. Alors, on s'approche de notre point de chute. Je vais vous dire où on va. Je parlais de votre actualité en début d'émission. Vous êtes un jeune romancier. On va en parler justement, arriver à notre point de destination. Je vous emmène aux bibliothèques de Vendée. Ah, très bien. Que vous devez connaître. Oui, parce que je l'ai dirigé. C'est quoi? C'est un épisode complémentaire du reste de votre parcours? C'est un épisode complémentaire. Bon, moi, j'avais une bibliothèque, mais qui était une bibliothèque patrimoniale, hein. Là, j'étais confronté à la bibliothèque de lecture publique, et avec quelque chose qui était terrible, le désherbage. Vous savez ce que c'est, le désherbage? Non, mais oui, c'est pas très chouette. C'est quand il faut se séparer de livres, c'est ça? C'est ça. Et par conséquent, c'était pas du tout dans ma culture, parce qu'un conservateur du patrimoine, il conserve. Bah oui, bien sûr. Et donc là, le fait de supprimer des ouvrages parce qu'ils sont abîmés, parce que personne ne les lit, c'était quand même quelque chose de très dur pour moi. Et j'ai eu à faire cela, donc, et à découvrir un peu un nouveau monde, mais qui est quand même très proche de celui des musées. On va passer à l'exercice que je vous ai donné, c'est-à-dire je vous demandais de choisir une musique. Vous avez choisi une chanson de Renaud, Mistral gagnant. Pourquoi? Alors, je ne suis pas forcément un fanatique de Renaud, mais je trouve cette chanson à la fois très émouvante, parce que les paroles nous ramènent à l'enfance, et puis surtout la mélodie. Et une bonne chanson, c'est d'abord une très belle mélodie, et c'est le cas. Un bon musée, c'est une belle histoire à l'origine aussi. Absolument. Bon, eh bien ça va nous mener aux bibliothèques de Vendée. Idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Alors là, Christophe, on a un peu l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba, des amateurs de lecture. Bibliothèque de Vendée, vous nous l'expliquiez un petit peu, vous me le confirmiez tout à l'heure. C'est ici que sont entreposés les livres, en fait, pour nos bibliothèques vendéennes. Un lieu qui n'a pas tout à fait la même tête que ce que vous aviez connu. Non. C'est ça. Et ça va nous permettre de parler de votre actualité. C'est que vous allez bientôt avoir votre livre sur ces rayonnages-là également. Vous êtes romancier avec un premier livre sorti il y a quelques mois maintenant, un roman avec en pièce maîtresse un tableau. Oui. C'est Le Double de Laïa. Donc c'est un roman. Alors, je suis d'abord auteur, puisque j'ai publié de nombreux ouvrages dans ma carrière, peut-être 60, 80. Mais pas romancé. Mais des documentaires, des biographies d'artistes, etc. Le roman, c'est autre chose. Là, je me suis lancé dans la fiction. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de la vraie vie à la fiction? Pourquoi vous avez eu envie d'inventer un jour une intrigue? C'est un vieux rêve qui remonte à l'enfance. J'ai écrit déjà des romans lorsque j'étais enfant, mais qui n'ont jamais été publiés.
Et puis après est arrivé un métier qui était très prenant, donc j'avais absolument pas le temps de le faire, mais je voulais véritablement publier des romans. Et au moment de ma retraite, je me suis dit, ça y est, maintenant je vais avoir un peu plus de temps, ce qui était faux d'ailleurs. Donc j'ai mis du temps à m'y mettre, mais ça y est, donc le premier et le deuxième est en cours. Et alors, vous saviez assez précisément, dès le début, vous aviez une idée de votre style ? De mon style, je ne sais pas. Disons que j'ai un peu utilisé, malgré tout, si vous voulez, mon métier, hein, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un portrait. Mais d'un portrait fictif réalisé par un artiste qui est sorti de mon imagination. Ben oui, c'est ce que j'ai appris en creusant un peu la question. Le portrait n'existe pas. Il n'existe pas, et c'est très drôle parce que les gens, finalement, qui l'ont lu, se laissent emporter et après, finalement, me disent « mais il est où ?» Ce qui veut dire qu'ils ils ont oublié, finalement, que pourtant, c'est assez évident, je crois, ce portrait n'existe pas. D'ailleurs, il serait sur la couverture s'il existait. Et donc, en fait, un portrait, vous savez, ça se balade d'une maison à l'autre, ça peut être vendu, volé, etc. Et un portrait se trouve accroché quelque part, hein, et c'est le sous-titre de mon roman, témoin de la vie des autres, c'est-à-dire qu'il est muet, il regarde les gens vivre, s'aimer, souffrir, mais il ne peut absolument pas agir sur les événements. C'est-à-dire qu'un tableau, c'est plein de choses, de plein de générations différentes, ou de plein d'endroits différents, sans révéler son secret. C'est ça, et puis c'est aussi une manière de peindre de la part de l'artiste. Là, c'est sa maîtresse, hein, et son modèle en même temps. Voilà, et c'est un tableau, donc un nu féminin, donc ça ne se place pas non plus n'importe où, un nu. Et puis, il n'est pas toujours apprécié par certains, adoré par d'autres, mais quelquefois aussi dénigré. Alors Christophe, on va aller se perdre un petit peu dans ces rayonnages et puis je vous propose une dernière découverte au sein même des bibliothèques de Vendée. On va aller vraiment dans les coulisses, là vous allez voir des expositions. Ça va nous permettre de terminer l'émission quand même en revenant peut-être aux fondamentaux de votre carrière. Allez, regardez cette pièce. Christophe, là, on est vraiment dans les coulisses des expositions, plutôt. Mais ça, des expos, ça s'organisait déjà dans les bibliothèques quand vous étiez à la tête des bibliothèques de Vendée, non ? Moins ? Oui, je pense qu'ils ont beaucoup développé cet axe-là. Absolument. Avec un côté, une attention, là encore, on en revient au début de notre conversation, à la muséographie, à la manière dont on va présenter un auteur, un courant aussi, parce qu'on va voir ça, il y a des statues sur les héros de Marvel, par exemple. Vous avez peut-être vu l'exposition il y a quelques mois, je crois que c'était dans les Vendétech. Aujourd'hui, un bon musée, et on commencera par terminer là-dessus, un bon musée, il doit penser à quoi pour attirer un petit peu tout le monde? Il doit penser à se mettre à la portée de tous les publics. On a tendance à l'oublier, ça, vous croyez? Et quelquefois, on l'oublie. Et les publics, ils sont tellement diversifiés, selon les classes d'âge, selon que les gens parlent français ou non, selon qu'ils sont d'un niveau intellectuel différent, ou etc. de connaissances, ouais. Les gens qui sont en situation de handicap, des enfants. Et encore, parmi les enfants, il y a aussi des classes d'âge. Donc il faut qu'on soit en capacité de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et est-ce que vous regrettez, du coup, de ne plus être dans le jeu, dans le métier aujourd'hui, où finalement ça répond à des défis qui étaient déjà là quand vous étiez conservateur en chef? Disons que, vous savez, c'est un métier qu'on a du mal à quitter. C'est un peu comme les journalistes, c'est un peu comme les artistes. Et par conséquent, on y reste toujours un peu. Donc je continue encore à travailler, notamment pour la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec le plaisir encore qu'on peut avoir de faire un accrochage. Ça, c'est le summum pour un conservateur. C'est quand on voit son bébé naître, finalement. Accrocher et être à la veille de l'inauguration. Et après, avoir le petit pincement au cœur quand vous faites l'inauguration. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont être là? Est-ce que le public va être au rendez-vous? C'est ça. Et vous me glissiez tout à l'heure qu'il y avait un deuxième roman en cours d'écriture ou déjà écrit, prêt à sortir? Ah non, il est en cours d'écriture. On va pas s'emballer. Donc il est encore dans ses débuts. On reste dans la même tonalité? Dans une tonalité différente, et il y a quand même une confidence que je peux vous donner, c'est qu'il y aura un peu de Vendée.
C'est vrai. dans ce roman, alors que ce n'est pas le cas du premier. Ah oui, tout à fait, on s'arrête à Nantes. Donc là, vous avez passé la frontière. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. C'est quand la sortie? Vous avez une idée? Dans 5-6 mois. Bon, bah, parfait pour une bonne lecture de printemps, tiens, ou fin de début 2025. Parfait. Eh bien, Christophe Vital, merci beaucoup d'être venu partager avec nous quelques-uns de vos souvenirs, un petit bout de votre parcours. Vous l'avez compris, l'historial de la Vendée, déjà, il faut y aller si vous ne le connaissez pas. Son papa, il est là. Il était avec nous dans Sans détour aujourd'hui. Le double de l'Aïa, on peut le trouver dans les librairies. On peut le trouver dans les bibliothèques de Vendée aussi, donc n'hésitez pas à le lire. Christophe Vital, ça vient de sortir. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver dans 15 jours maintenant pour un prochain numéro sur les routes de Vendée. Et d'ici là, eh bien, à bientôt. Au revoir.